Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique où nous allons maintenant étudier l'effet photoélectrique. Enfin, l'effet photoélectrique, c'est quelque chose que vous connaissez. Il y a les cellules photoélectriques qui sont disposées sur certaines portes. Quand vous coupez le faisceau de lumière qui illumine la cellule photoélectrique, cela ouvre la porte, par exemple. C'est un dispositif très courant. Cet effet fut découvert par Hertz. Rappelez-vous, Hertz, qui étudiait les ondes électromagnétiques, il utilisait un petit éclateur, deux boules chargées électriquement avec un petit arc électrique entre les deux. Il découvrit par hasard que si de la lumière ultraviolette éclairait les boules, l'éclair se formait un petit peu plus facilement. Bon, c'est la manifestation de l'effet photoélectrique puisque le petit éclair, c'est jamais qu'un flux d'électrons qui passe dans l'air. Il est visible parce qu'il échauffe, il percute les molécules d'air, sinon le courant serait invisible. Et donc, cette lumière semble facilement arracher des électrons et faciliter le passage de cet éclair, de ce courant. Hertz ne se préoccupait pas d'effets photoélectriques. Et ce qu'il voulait déterminer, c'est si les ondes électromagnétiques existaient. Donc il nota ça dans son cahier de laboratoire comme un phénomène qu'il avait constaté. Par la suite, d'autres constatèrent aussi le phénomène, et en particulier, si on utilise une diode, donc rappelez-vous du dispositif, on utilise une pile, un tube en verre, la borne moins reliée à la cathode, et la borne positive reliée à l'anode. Mais dans le dispositif que nous avions vu, un courant chauffait la cathode pour qu'elle soit brûlante, comme le filament d'une ampoule, et les électrons étaient alors assez facilement arrachés. Sans dispositif de chauffage, le métal est porté à un certain voltage, mais ils n'ont pas de raison particulière d'être arrachés. Et effectivement, c'est assez difficile d'obtenir un courant dans le tube. Que le tube soit vide ou qu'il contienne un gaz, comme du néon, de l'hélium. Si on veut avoir un arc électrique, un courant qui passe, il faut au moins 10 000 volts pour 10 cm de longueur. C'est énorme. À ce moment-là, on a un arc électrique qui se forme. Invisible si c'est le vide, on peut juste mesurer le courant qui passe, ou visible s'il y a un gaz qui est excité par le passage de cet arc électrique. Par contre, si on prend une lampe ultraviolette et qu'on éclaire la cathode, à ce moment-là, pas besoin d'un fort voltage, le courant passe très facilement. Donc, on expérimente facilement l'effet photoélectrique. Mais, avec la théorie ondulatoire des ondes électromagnétiques, de la lumière, donc des ultraviolets, c'est assez difficile à comprendre. Regardons la cathode de près. Elle est composée d'atomes, mais les atomes sont vraiment très petits. Rappelez-vous le nombre d'Avogadro. 600 000 milliards de milliards d'atomes pour une mole de matière. Donc, un atome, c'est infime. Et les électrons qu'il porte, tout aussi petits. L'onde, elle est répartie dans tout l'espace. On a une onde qui s'amène sur la cathode, et donc l'énergie qui va arriver sur cet atome, elle est infime. On peut facilement le calculer. L'énergie fournie est vraiment rikiki. Très rikiki. Très insuffisante. Donc, ça reste assez incompréhensible. Comment la lumière arrive-t-elle à arracher les électrons? Est-ce que l'énergie fournie s'accumule petit à petit? Ben, si c'était le cas, il faudrait plusieurs heures avant d'avoir assez d'énergie sur chaque atome. Et
courant ne passerait pas tout de suite. Et c'est pas ce qu'on observe. On allume la lampe, le courant passe. On coupe la lampe, le courant s'arrête. C'est immédiat. Il n'y a pas de temps d'attente, pas d'accumulation. De plus, s'il y avait accumulation, ça concernerait tous les atomes. Et au bout du temps d'accumulation, quand il y aurait assez d'énergie, on aurait plein d'électrons arrachés, une énorme bouffée. Mais inutile de dire que c'est pas observé. On allume la lampe et le courant passe de manière calme et régulière. On coupe, il s'arrête, c'est tout. Alors peut-être que la lumière se concentre sur un atome. Mais pourquoi cet atome-là? Pourquoi pas celui-là ou celui-là? Pour quelle raison? Peut-être une question de géométrie. Notre électrode, en général, c'est un disque ou un carré. Peut-être que la lumière se concentre au centre. Et dans ce cas, les électrons partiraient toujours du centre de la cathode. On vérifie facilement que c'est faux. Il suffit de mettre des caches devant la cathode. Et ce qu'on constate, c'est que les électrons, ils partent un petit peu n'importe où sur la cathode. Pas seulement en un point. Donc c'est vraiment assez difficile à comprendre. Pour mieux étudier le phénomène, on peut utiliser une triode. On va utiliser deux piles. L'une va servir à alimenter la diode et on en fait une triode en reliant la dernière borne de la pile à une grille. Donc une plaque percée de trous. Les électrons qui partent de là sont attirés par l'anode, mais comme la grille est portée à un voltage négatif, ils ont tendance à être repoussés. S'ils sont trop repoussés, ils retournent sur la cathode. S'ils sont pas assez repoussés, ils passent à travers les trous de la grille et vont sur l'anode. On sait calculer l'énergie perdue par un électron qui va à l'encontre du champ électrique très négatif ici, peu négatif ici. On peut calculer la quantité d'énergie. Rappelez-vous, c'est la charge fois le champ électrique qui est appliqué. Donc on peut facilement calculer l'énergie de l'électron qui quitte la cathode. Et ceci n'est pas l'énergie reçue par la cathode par les ultraviolets. Parce qu'en effet, l'électron a déjà quitté la cathode et avec une certaine vitesse, et puis il est ralenti par la grille, éventuellement il s'arrête. Mais il faut aussi une certaine énergie pour l'arracher de la cathode. Alors quel est le lien entre tout ça? Eh bien, il reçoit de la part de la lampe une énergie E1. Et que pour l'arracher, il faut une énergie E2. Eh bien, l'énergie qui reste, donc une partie de l'énergie sert à l'arracher, et l'énergie qui reste, E1 moins E2, c'est l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement de l'électron. Et c'est ce qu'on mesure. Ce qu'on mesure, c'est ceci. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que si l'énergie fournie est insuffisante, si E1 n'est pas plus grand que E2, l'électron ne pourra pas être arraché. Dans cette expérience, on peut mesurer deux choses et on peut faire varier deux choses. C'est l'étude que Einstein a fait en 1905, la fameuse année miraculeuse. Et pour cette étude, il a même reçu le prix Nobel. C'est dire l'importance de cette étude. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire varier? Mais on peut faire varier l'intensité de la lampe ultraviolette. On peut aussi faire varier sa longueur d'onde. Pourquoi ne pas utiliser par exemple des rayons X?
ou des infrarouges. Et les deux choses qu'on peut mesurer, c'est l'énergie, qu'on mesure ici grâce à une source d'alimentation réglable. On fait varier la tension de la grille et on mesure quand le courant s'arrête. Donc on peut mesurer l'énergie, E. Et on peut aussi mesurer le courant qui passe dans la triode. En passant, vous aurez noté que triode, parce que 3 bornes, hein, c'est un composant à 3 pattes, composant à 2 pattes, diode, 3 pattes, triode. Donc, Einstein s'est posé la question, que se passe-t-il si je fais varier l'intensité de la lumière? Si je double l'intensité lumineuse, si je double l'énergie lumineuse ultraviolette qui est fournie, bien, en principe, je devrais fournir plus d'énergie aux électrons, et donc je peux le mesurer. Et qu'est-ce qu'on mesure? Donc je fais varier l'intensité de ma lampe, et je mesure l'énergie des électrons. Première surprise, l'énergie est toujours la même. L'énergie des électrons ne change pas. Difficile à comprendre, je fournis plus d'énergie lumineuse, l'énergie des électrons ne change pas. Par contre, le courant, lui, il augmente. Je le trace en bleu. On constate que le courant mesuré ici, lui, il augmente avec l'intensité de la lumière. Donc, si j'augmente l'intensité de la lumière, je n'augmente pas l'énergie des électrons. Mais il y a plus d'électrons qui passent. Bon, difficile à comprendre avec les ondes. Essayons de faire varier la longueur d'onde de la lumière. On fournit la même énergie, mais on fait varier sa longueur d'onde. Bon, en principe, ça ne devrait rien changer. En quoi la longueur d'onde a-t-elle une importance? Ce qui compte, c'est l'énergie qu'on fournit. On obtient un résultat tout à fait surprenant. Si je fais varier la longueur d'onde, cette fois-ci, le courant ne change pas. Donc le nombre d'électrons ne change pas. Mais en dessous d'une certaine longueur d'onde, plus rien. Donc ça, une longueur d'onde précise, on va noter la fréquence nu0. En dessous de cette fréquence, pas d'effet photoélectrique. Au-dessus, photoélectrique. Mais cette fois, l'énergie des électrons, elle change. On constate que l'énergie augmente plus la fréquence est élevée, donc ici c'est plutôt la fréquence que je fais varier, plus la fréquence est élevée, plus l'énergie des électrons est élevée. Et en dessous d'une certaine fréquence, plus rien. Plus assez d'énergie fournie aux électrons. Bon, au moins ça, c'est assez logique, mais c'est la seule chose. Ça reste assez incompréhensible. On sait, grâce à Planck, que les émissions, absorption d'énergie se font par paquets d'énergie H nu. Imaginons un instant que ce n'est pas un problème lié à l'émission, à la réception ou à l'absorption d'ondes électromagnétiques, mais que les ondes électromagnétiques sont réellement formées de corpuscules d'énergie H nu. On sait bien que la lumière est une onde. C'est indubitable. Il y a la théorie de Maxwell, extrêmement bien vérifiée. Il y a les interférences, parfaitement vérifiées et qui ne peuvent se produire qu'avec des ondes. Mais supposons, juste pour l'expérience de pensée, et si c'était des corpuscules, qu'est-ce qui se passerait?
Eh bien, la première chose, c'est que ce problème de l'onde-là, il disparaît. Parce qu'on n'a plus une onde répartie, on a un bombardement de corpuscules qui atteignent la cathode, au petit bonheur la chance, et quand un boulet de canon d'énergie H nu vient percuter un électron, l'électron le reçoit de plein fouet. Plus besoin de concentrer l'onde, il reçoit tout dans la tronche. Et donc ça devient facile d'arracher des électrons, et en plus, ils sont arrachés de ci de là sur la cathode. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Si j'augmente l'intensité de la lumière, je n'augmente pas l'énergie de mes corpuscules. C'est H nu, H, constante de Planck, fois la fréquence. C'est toujours la même. J'augmente simplement le nombre de corpuscules. Si j'ai une énergie totale 2 fois plus grande, c'est que j'envoie 2 fois plus de corpuscules. Et donc l'énergie des électrons reste à changer puisque l'énergie des corpuscules est identique. Mais quand j'envoie plus de corpuscules, j'augmente le courant. Ah, ça explique tout. Et si je vais varier l'énergie, la fréquence de ma lumière, eh bien, l'énergie fournie à un électron, ça sera E1, donc le fameux E1, nous avons dit l'énergie fournie, ça sera égal à H nu. Et si cette grandeur est inférieure à H nu 0, donc en dessous d'une certaine fréquence, il n'y a pas assez d'énergie, le photon va peut-être exciter l'électron, mais il n'arrivera pas à l'arracher. Pas assez d'énergie fournie. Et si son énergie est suffisante, on obtient ceci, c'est-à-dire l'énergie totale, l'énergie qu'on mesure, pas l'énergie totale, pardon, l'énergie fournie moins cette énergie de liaison, c'est H nu moins H nu 0, c'est-à-dire H fois nu moins nu 0. Et ceci, sur le graphique, c'est simplement la pente de la droite. C'est donc facile à mesurer. Einstein a vérifié. La pente de la droite, c'est exactement la constante de Planck. Le retour de la constante de Planck. Et cette fois-ci de manière cruciale. Donc ces corpuscules qu'on a appelés après photons, le nom est venu très vite, semblent tout expliquer. Donc Einstein, il n'a pas hésité à franchir le pas. Il a dit, la lumière est formée de photons, de corpuscules d'énergie H nu. Planck, lui, il n'avait pas été aussi timoré, il avait été plus timoré, pardon, il n'a jamais osé poser une hypothèse aussi iconoclaste. Pourtant, cette hypothèse explique beaucoup de choses pour le corps noir. Nous l'avons dit, le mécanisme qui fait qu'un atome n'émettrait que des paquets d'énergie, il reste mystérieux. Mais si c'est la lumière elle-même qui est formée de corpuscules d'énergie H nu exactement, c'est normal que l'atome il n'émette que des paquets comme ça. Plus besoin d'un mécanisme bizarre, inconnu. Cette découverte fut tellement capitale et tellement flagrante qu'Einstein a reçu le prix Nobel pour ça. C'est quand même quelque chose. La même année, il avait publié La relativité. Chose étonnante, il avait reçu le prix Nobel pour ça. Peut-être parce que la relativité, c'est aussi les conséquences du travail de beaucoup d'autres personnes, comme Lorentz, les fameuses transformations de Lorentz, Minkowski, l'espace-temps de Minkowski. Je ne sais pas, peut-être parce que c'était purement théorique, c'était une théorie, alors que les prix Nobel récompensent plutôt une combinaison de recherches, de travaux, de découvertes expérimentales et de théories. Par exemple, le boson de Higgs,
récemment couronné d'un prix Nobel, n'a pas été attribué au moment où ils ont créé la théorie du X. Même si tout le monde, ou presque tout le monde, pensait que oui, le X devait exister. Il n'y avait pas d'autre moyen d'expliquer la masse des particules élémentaires. Ou du moins pas de manière aussi élégante et aussi évidente. Mais ce n'est que lorsqu'on l'a découvert dans un accélérateur, lorsqu'on a pu le mettre en évidence, qu'on a dit voilà, on a la théorie, on a l'expérience, prix Nobel. Donc c'est sans doute pour cela que Einstein n'a pas eu le prix Nobel pour la relativité restreinte. Mais il l'a eu pour l'effet photoélectrique. Et pourtant, quelle hypothèse? Des corpuscules. On sait que la lumière, c'est des ondes. Et voilà que maintenant, on sait aussi que la lumière, c'est des corpuscules. Mais il n'y a rien de plus incompatible. Il n'y a rien qui ressort, qui est plus différent qu'une vague dans la mer et une boule de bowling. Comment on peut être à la fois un corpuscule et une onde? Voilà bien un grand mystère. Mais maintenant, tous les acteurs sont là. La pièce de théâtre quantique va pouvoir commencer. Au début, les théoriciens vont un peu hésiter, chercher, puis trouver, grâce à cette accumulation de découvertes fondamentales qui ont pu être faites au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle. Les grands bouleversements allaient enfin arriver, nous les verrons bientôt. Merci.